en direct à LCN. C'est la joute des analystes. Allons retrouver Emmanuel Latraverse, Mario Dumont et Antoine Robitaille qui sont avec nous. Alors, négociation dans le secteur public. Tiens, je commence avec toi, Antoine, notre jouteur invité du vendredi. As-tu l'impression qu'on a avancé cette semaine dans les négos? Oui, bien, aujourd'hui, on a entendu le Front commun et la FIC dire qu'ils voulaient donner une chance à la négociation. C'est quelque chose. Ils ont obtenu, les syndicats aussi, qu'il y ait un conciliateur cette semaine. Donc, oui, il y a eu des grosses manifs, il y a eu des bombages de torse d'un côté et de l'autre, mais je trouve qu'on a quand même bougé un petit peu, puis le gouvernement a fait ce qu'il dit qu'il ferait jamais, c'est-à-dire négocier sur la place publique. Et, il a quand même dit qu'il serait prêt là, à augmenter les salaires, au fond, à donner plus d'argent pour les salaires, moyennant, comment dire, des modifications de structure, je dirais un allègement, au fond, des structures syndicales. Et ça quand même, c'est mettre la barre assez haut. Emmanuel, es-tu d'accord qu'on a fait un pas en avant cette semaine? Oui, on a fait un pas en avant, c'est qu'on a franchi un passage obligé. Depuis le temps qu'on en parle de grève, il ne pouvait pas ne pas y en avoir une, il ne pouvait pas ne pas y en avoir une grosse, il ne pouvait pas ne pas y avoir une journée avec 600 000 personnes dans les rues. Bon, c'est passé. Maintenant, moi, ce que je vois, c'est un discours des syndicats, particulièrement du Front commun et de la FIC. Je suis d'accord avec Antoine, qui ouvre la porte à la négociation. Hier, Julie Bouchard est en entrevue avec moi au bilan et j'ai été surprise par son ton, son ouverture, qui était moins radicale que ce à quoi elle nous a habitués. Et je pense aussi que ce qu'on a franchi, c'est que des syndicats comme la FAE, qui est en grève générale illimitée aujourd'hui, s'est rendu compte qu'il y a des enjeux qui vont lui nuire en termes d'appui auprès de la population. Cette idée qu'on ne peut pas nommer et faire l'affectation des profs au mois de mai, sous prétexte que c'est comme ça qu'aiment faire les syndicats. Il fallait crever cet abcès-là. On n'a pas trouvé de solution, mais je pense qu'il y a une prise de conscience qui est en train de se faire dans les rangs de la FAE. Mario, la FIC, le Front commun qui veulent donner une chance aux négos, alors que la FAE est partie pour une grève générale illimitée. La FAE, c'est 40 de tous les enseignants à travers le Québec. Ouais. Bien, moi, je suis un peu inquiet là, pour les enseignantes, les enseignants de la FAE, sincèrement. Mais bon, je pense que leur stratégie, c'était de dire, en partant vite en grève générale illimitée, on coince les... On n'est pas un gros syndicat, là, on est un syndicat d'enseignants, 65 000, mais gros, énorme, mais plus petit que les autres, encore plus énorme. Mais je pense qu'ils pensaient exercer un leadership, puis que les autres n'auraient pas le choix de les suivre dans une grève générale illimitée. Alors là, c'est exactement le contraire qui se produit. Donc, la semaine prochaine, ils vont être isolés. Tout le reste du monde va être au travail. Là, ça sera plus, là, on s'encourage, il y a des milliers de personnes dans les rues, on ouvre les bulletins de nouvelles avec des manifestations monstres, là. Ça va être des petits nombres d'enseignants, aux frettes, avec leur petite pancarte devant une école. Tu sais, rendu à mardi, mercredi, jeudi, on n'en parlera plus aux nouvelles. Ça va être là, tu sais, quand c'est tous les jours quelque chose d'identique, ils vont être en grève. Je pense pas que le gouvernement va être terrorisé s'il est en négociation, qu'il progresse avec tous les autres syndicats. Et ça, ils n'ont pas de salaire, là. Ils n'ont pas de fonds de grève. Eux, ils n'ont pas accumulé de fonds de grève pour compenser leurs enseignantes, leurs enseignants avec ces zéro revenus. Je sais pas, j'ai l'impression que pour la FAE, la semaine pourrait devenir, tu sais, la mobilisation de la première journée, on est en gang, puis on se tient, ça tombe, ça, avec les jours. Alors, je suis un peu inquiet là, pour ces gens. Puis là, tu sais, si ça se met à traîner, la FAE va se retrouver avec des enseignants qui vont venir démoraliser. Ça me préoccupe. Et bien des parents qui devront se prévoir un plan B pour la deuxième semaine. Bon. Québec solidaire qui tient un congrès en fin de semaine à Gatineau. Les membres vont choisir celle qui va succéder à Manon Massé. On vous a demandé plus tôt aujourd'hui qui avait l'avantage. Je commence avec toi, Antoine. Tu crois que c'est Émilise Lessard-Terrien. Pourquoi? Non, en fait, moi, je crois que... Tu commences avec non? C'est ma préférée, d'une certaine façon. C'est OK. celle pour qui je voterais. Non, je pense que c'est Christine Labrie qui a l'avantage parce qu'elle a beaucoup d'appui au sein de l'appareil. Donc, là, c'est ta préférée, Émilise. du parti. OK. Mais Émilise Lessard-Terrien, c'est sûr que ça serait autre chose là, pour le parti. C'est une jeune au franc-parler qui conduit un pick-up, qui vit des régions, qui vit dans une région, qui peut parler au nom des régions. Donc, je pense qu'après Manon Massé, ça pourrait être intéressant d'avoir ce personnage là, qu'on a vu à la joute prendre position assez courageusement
sur certains. Et face au parti, elle a été assez courageuse, je trouve, face au boycott de Cube Radio, face à Facebook. Elle a dit au parti qu'on devrait boycotter, que le parti aurait dû boycotter. Donc, voilà. Mais c'est sûr que c'est Christine Labrie. Et le problème avec Christine Labrie, c'est que c'est une porte-parole qui n'aime pas porter la parole. Je veux dire, moi, je l'ai eu souvent en entrevue, et c'est pas quelqu'un qui est super à l'aise et qui aime ça, je trouve, qui trouve ça assez détestable, donc qui n'aime pas les questions corsées. C'est un problème, mais je pense que c'est elle qui va gagner. Emmanuel, l'avantage selon toi, ou ta préférée, je ne sais pas comment tu as interprété notre question, c'est Ruba Gazal. L'enjeu, oui, mais ce qui lui nuit énormément, Mme Gazal, c'est qu'elle est une députée de Montréal. Alors, ça ferait 2 co-chefs de Montréal pour un parti qui veut percer dans les régions. Je pense qu'à terme, ça va lui nuire énormément. Et Mme Labrie, comme c'est un vote préférentiel, bien, tous les gens qui, par exemple, voteraient pour Émilie Lessard-Terrien, si elle est éliminée au premier tour, bien, le vote peut facilement se reporter sur Mme Labrie sous prétexte qu'elle est en région. Mais je trouve que pour un parti, est-ce qu'on veut vraiment une version féminine du bon chic, bon genre, bien sage, bien... léché de Gabriel Nadeau-Dubois. Et c'est un peu ce qu'offre Christine Labrie. Tu prends quelqu'un qui a plus de cran, plus d'audace, plus de bagou. Et ça, moi, je vois davantage ça dans Mme Gazal. Oui, Mario, tu as choisi Christine Labrie? Bien, à la question qui a l'avantage. Oui, absolument. Là, absolument. Moi, je pense que c'est elle qui a l'avantage parce qu'elle est... Je pense qu'on a tendance à la sous-estimer. Oui, c'est vrai qu'elle fait un peu discrète, un peu bien clean. Mais je pense qu'elle est très organisée, très efficace. On l'a vu dans Sherbrooke. On l'a vu encore dans cette campagne-là. Rapidement, elle est allée chercher des appuis. Alors, je pense que c'est une personne qu'on peut avoir tendance, par un style plus délicat, à la sous-estimer, mais qui est une guerrière par en arrière, qui s'organise, qui fait marcher ses affaires, qui fait marcher son monde. Et je pense que c'est donner les avantages pour gagner. Maintenant, peu importe c'est qui, là, la vraie question qui va nous intéresser tous lundi matin, dépendamment de qui gagne, dépendamment quel va être le pourcentage d'appui, là, parce qu'il y a un vote à Gabriel Nadeau-Dubois, quelle va être la nouvelle dynamique? Parce que là, c'était simple. Manon Massé est un peu tannée d'être à l'avant-scène. Elle n'aimait pas ça à l'Assemblée nationale. Elle a dit à Gabriel, prends les devants. Mais ça va être quoi à partir de maintenant? Ça, c'est une énigme. Bien, juste en quelques secondes, un score qui serait acceptable pour Gabriel Nadeau-Dubois, Emmanuel? En bas de 80 ça va être difficile pour lui, je pense, mais même à 80 il sort de là ébranlé. Et en vérité, le lendemain, on entre dans une course sur qui va être le candidat premier ministre aux prochaines élections. En 2 secondes, Mario et Antoine? Le point de bascule, c'est 76. Hein? 76, avec M. Landry qui avait démissionné. C'est ça, Bernard Landry a démissionné, Lucien Bouchard est resté. Puis là, finalement, Éric Duhaime reste aussi, donc à 76 à peu près. Donc, effectivement, je pense que c'est ce seuil-là qui serait très difficile pour Gabriel Nadeau-Dubois. Dans un instant, restez des nôtres, les sans-abri qui ne seront plus tolérés très bientôt dans plusieurs bibliothèques de Montréal. Qu'est-ce que vous en pensez? On y revient après ceci. Autrement dit, Cube Radio. Alors, tu nous parles de popcorn aujourd'hui? Oui, si jamais vous avez envie d'aller écouter un bon film en fin de semaine, puis que vous cherchez un accompagnement de choix, vous hésitez entre le popcorn et les bonbons, bien, vous feriez peut-être bien de prendre le popcorn, parce que ça fait partie d'autres aliments qui ont été encensés dans une publication cette semaine dans le journal Neurology. Une étude menée par l'Université Rush à Chicago, qui ont pris quand même une longue période. Là. Pendant 6 ans, ils ont pris au-dessus de 3000 personnes d'environ 75 ans qui avaient aucun signe de démence encore dans leur cerveau, qui n'avaient pas de signe d'Alzheimer ou de maladie du cerveau dégénérative. Et là, ils leur ont demandé de consommer, pour certains, entre 2 et 3 portions par jour de grains entiers, Mario. On le sait que les grains entiers, oui, c'est bon pour la santé, mais est-ce que ça a une incidence pour le cerveau? C'est ce que pendant 6 ans, on tentait de trouver. Et oui, selon leur étude, on aurait prouvé que consommer des aliments riches en ces nutriments, gruau, riz brun et popcorn, qui est très riche aussi en grains entiers, on a tendance à l'oublier. Mais ça permet... Le grain, c'est le blé d'Inde, c'est le maïs. Ben, c'est ça, c'est un maïs que tu fais péter à la chaleur. Mais il est toujours entier. Il est toujours entier, à moins que tu t'émiettes des morceaux à terre, il est constamment entier. Et là, ben, c'est lié, tout ça, à une baisse du niveau de cholestérol. Mais tu ne manges pas entier parce qu'on a une partie qui est pognée dans les dents.
Raison pour laquelle je mange pas de popcorn, j'aime pas vraiment ça. C'est-tu vrai? T'aimes pas le popcorn, Mario? Ben, le boycott du popcorn. j'aime grignoter, j'aime le goût du popcorn, mais tu sais, moi, finir un film avec de quoi de pogner dans les dents, ça m'énerve sérieux. Ouais, la moitié du film. Puis surtout qu'on s'entend dessus qu'au cinéma, tu manges ton popcorn à peu près comme pendant... la moitié du popcorn, il passe pendant les annonces, l'autre moitié dans les 15 premières minutes du film, puis après ça, tu passes le reste du film à te décrotter les dents. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais ça fait baisser, donc, le niveau du cholestérol, selon ce qu'on a observé, les niveaux d'insuline, la pression artérielle aussi, et c'est très bon pour les maladies dégénératives du cerveau qui, semble-t-il, sont ralenties. On parle d'une personne qui consommerait davantage de grains entiers, ce serait 8,5 ans plus jeune, son cerveau cognitivement, qu'une personne qui en mange peu, selon cette étude américaine-là. Donc, la morale de l'histoire, ben oui, manger... Mais donc, du pain ou des céréales, tout ce qui est grain entier, c'est bon aussi. Là. C'est bon. On savait que je vois que dans le titre de l'article, dans l'histoire, on a mis le popcorn de l'avant. Parce que c'est sexy, là, mais oui. C'est les grains entiers. C'est les grains entiers. Mais tu vois, moi, j'ai tendance à oublier quand même que le popcorn fait partie de cette catégorie des grains entiers, même si, on s'entend, il s'agit de grains simplement éclatés. Ils ont toutes sortes de bienfaits. Vitamine B, vitamine E en quantité, des antioxydants aussi. Mais ce serait vraiment puis là, les fibres. Si tu mets toutes les petites poudres là, modernes là, pour l'agrémenter, pour l'assaisonner, là, ça... Je sais pas si ça devient un grain moins entier ou si c'est moins bon pour ton cerveau, Mario, de consommer la petite poudre de chili spéciale avec 8 tonnes de beurre. Ça, c'est peut-être moins bon pour votre santé globalement. Mais le grain reste entier. Le grain reste entier. T'enlèves rien au grain. Là. Mario, le grain reste entier. On le confirme aujourd'hui, certifié à Cube Radio. Fait qu'en fin de semaine, un bon snack avec vos films. Merci. Cube Radio. Une autre vision de l'actualité. Une autre vision de l'actualité. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. L'idée de donner une amende à une personne en situation d'itinérance qui a un problème d'hygiène, maintenant 350 à 1000 $, pour quelqu'un qui a peut-être un 700 $ par mois, c'est pas imaginable. Plusieurs bibliothèques de Montréal qui veulent chasser les sans-abri, notamment en raison de leur mauvaise hygiène. Emmanuel, qu'en penses-tu? C'est très délicat comme débat. Moi, je vais passer pour être une sans-cœur, là, mais la réalité, c'est que des bibliothèques municipales ne sont pas des haltes chaleur pour les sans-abri et ne devraient pas l'être. Mais le problème, c'est qu'on les tolère parce qu'on ne s'occupe pas d'eux et on n'aménage pas des lieux où ils peuvent se réchauffer, être soignés et être traités adéquatement comme des êtres humains. Problème numéro 1. Deuxièmement, cependant, comme façon de procéder, ça relève du ridicule. Pour reprendre ce que me disait Marc-André Leclerc à la joue tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre des affiches dans la porte puis il va être écrit « Si tu pues, tu sors ». Je veux dire, ça manque tellement de doigté, de dignité qu'il n'y a que des fonctionnaires qui peuvent avoir inventé une procédure comme ça. Mario? J'ai hâte de voir, de toute façon, comment, tu sais, mettons une situation pour amener au procès, là, tu peux prendre des photos, tu peux avoir un enregistrement sonore, mais je suis curieux de comment on va voir pour traîner une puanteur au procès un an plus tard pour dire, si la personne conteste sa contravention, pour dire, oui, il puait, on a de l'air dans une bouteille, là, puis vous allez... Tu sais, c'est improuvable, c'est quelque chose de complètement... Un truc que tu grattes. Oui. Ouais, non, mais ça devient complètement absurde. Maintenant, moi, je suis du côté d'Emmanuel. Le problème, il est réel. Puis on a beau dire, bon, c'est pas drôle, les immigrants ont froid. Mais est-ce que tous les lieux de la ville où il y a de la chaleur deviennent des lieux où potentiellement on peut accueillir des itinérants? T'as une bibliothèque. Une bibliothèque, c'est un lieu pour aller lire, pour aller étudier. Et on se le cachera pas. Il y a un sujet tabou. Il y a des gens qui ont peur, surtout des femmes seules, qui ont peur. S'il y a 3, 4 gros gars, ben, c'est pas de leur faute, ils sont itinérants, mais là, ils sont dans l'entrée d'une bibliothèque. Il y a des personnes qui n'iront plus. Puis elles le diront pas nécessairement comme ça, parce que là, on va leur dire, ben là, faut pas avoir peur des itinérants, faut être inclusif, faut accueillir tout le monde. Mais tu sais, si t'as peur, t'as peur des personnes qui sont bizarres, ils ont consommé, ils traînent là dans une entrée. C'est un vrai problème. Oui, qu'on s'occupe d'eux, mais pas en les laissant dans la bibliothèque, là. Oui. Antoine, toi qui es à Québec, qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, c'est un vrai problème. Puis je vois aussi la réaction sur Twitter, là, X, de Valérie Plante, qui jongle avec plusieurs concepts, qui ramènent l'idée d'une ville inclusive 2 fois plutôt qu'une dans un tweet, puis qui dit qu'on va développer un cadre de gestion ou une espèce de guide. Oui, quand je lis ça, évidemment, je pense à Mario quand il était en politique, puis il nous disait que certains politiciens faisaient un gruau de mots. Mais en même temps, il y a vraiment un problème, un dilemme, parce qu'on veut avoir de l'humanité,
on veut faire preuve d'humanité, mais en même temps, ça pose des sérieux problèmes aux gens, aux familles aussi qui vont dans les bibliothèques, aux jeunes, aux femmes. Donc, il faut s'occuper des itinérants, mais là, on revient au problème de base. Comment, finalement, atteindre ce que Bruno Marchand a promis ici à Québec, l'itinérance zéro? C'est extrêmement difficile, c'est utopique, je le pense. Mais ça prouve que ce problème-là est devenu, l'itinérance, beaucoup plus grand qu'auparavant. Oui, vivement plus de haltes de chaleur. Et puisqu'on parle d'exclusion ou d'inclusion, où il faudrait davantage d'inclusion, la Ligue nationale de hockey qui a interdit à Marc-André Fleury, le gardien du Wild du Minnesota, ce soir, de porter un masque qui a été spécialement conçu sur mesure pour cette soirée, ce soir. Héritage aux Premières Nations. Mario, comment est-ce possible? Ben, c'est-à-dire que la Ligue, l'année passée, la Ligue imposait aux joueurs des événements, par exemple, pour les soirées LGBTQ, c'est ça. Là, c'était de porter, tout le monde devait porter. Puis là, il y a certains joueurs russes qui ne voulaient pas porter la pièce d'équipement avec les couleurs de la cause. Mais là, on est passé d'un extrême à l'autre. Parce que moi, ça me paraît quelque chose... Il n'y a pas de politique là-dedans. Là, sa conjointe est autochtone. Il n'y a pas de revendication. C'est une décoration. On l'a vu. C'est tout à fait esthétique, très beau. J'ai l'impression que la Ligue est en train de courir après le trouble, d'un extrême à l'autre. La Ligue est en train de se ridiculiser. Emmanuel? Bien, sous prétexte de masquer les problèmes d'intolérance au sein de la Ligue, on va créer des règles pour interdire à tous de rendre hommage à des causes et de prendre position. Donc, on va aseptiser la Ligue nationale comme si c'était quelque chose qui évoluait dans une bulle en marge de la société. Je veux dire, bravo à Marc-André Fleury pour avoir tenu tête à la Ligue et avoir dit, écoutez, moi, je le porte, le casque, je vais le vendre après, l'argent va aller à une œuvre de charité, puis l'amende, allez-y, je vais la payer. Oui, c'est ce qu'il a dit. Antoine, c'est pas nivelé vers le bas, cette décision de la Ligue nationale? Ben moi, je comprends que la Ligue nationale ne veuille pas que ses joueurs deviennent des porteurs de messages politiques, là, mais ça n'en est pas un. Non, mais ils portent des logos commerciaux. Les Canadiens ont Air Canada maintenant sur le chandail. Oui, c'est ça. Non, mais je comprends, là, tu sais, parce que ça a posé des problèmes avec les joueurs russes, notamment pour l'histoire des LGBT. Mais en même temps, là, c'est pas le cas. Est-ce que si les Nordiques revenaient, là, est-ce qu'on interdirait les fleurs de lys, comme disait Yasmine Abdel-Fadel à la joute? Bonne question. Effectivement. Emmanuel Latraverse, Mario Dumont, Antoine Robitaille, merci à vous trois. Bonne soirée. Bonne fête. Une autre vision de l'actualité. Cube Radio. Ah, c'est ce qui met un terme à notre émission et à notre semaine. Un gros merci d'avoir été des nôtres. Bonne fin de semaine. On se retrouve lundi. Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo sur l'application et le site cubradio.ca. La plateforme audio québécoise où les contenus francophones sont fièrement en vedette.